Bienvenue. Alors aujourd'hui, on se plonge dans un document qui a vraiment fait pas mal de bruit. L'école éclairée par la science. Ouais, du Conseil scientifique de l'éducation nationale, exactement. Et la promesse de base, elle est ambitieuse, presque radicale. L'idée, c'est, et si on pouvait, en fait, améliorer l'école de la même manière qu'on a révolutionné la médecine? C'est ça, c'est-à-dire en s'appuyant sur la science, sur l'expérimentation rigoureuse. Hum. Et faut bien voir le contexte. Ce document, il part d'un constat qui est quand même assez sombre, assez brutal pour le système français au début des années 2020. Ah oui, Oui, on sortait de trois chocs majeurs. D'abord la pandémie, évidemment, qui a creusé les inégalités de manière dramatique. on s'en souvient. Ensuite, des résultats en maths jugés vraiment catastrophiques dans les comparaisons internationaux. Et puis, bien sûr, le traumatisme collectif de l'assassinat de Samuel Paty. Donc une vraie crise de confiance. Une crise de confiance, exactement. Et face à ça, l'idée, ce n'est pas de proposer une énième réforme miracle sortie d'un chapeau. Mais plutôt de changer complètement la méthode, la manière dont on pense les réformes, c'est ça? Précisément. Ne plus se fier seulement à l'intuition ou à l'idéologie, mais de regarder les preuves, les données. Voilà. Sortir des débats d'opinion, vous savez, ces débats souvent très passionnés, mais au final assez stériles. Et pour y arriver, les auteurs y proposent d'importer un concept qui vient du monde médical. C'est vraiment le cœur de leur raisonnement. La recherche translationnelle. Alors, recherche translationnelle, le terme est un peu technique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on l'applique à une salle de classe? C'est une excellente question, parce que ce parallèle avec la médecine, c'est vraiment la clé de voûte de tout l'ouvrage. D'accord. En médecine, la recherche translationnelle, c'est tout le processus qui fait le pont entre une découverte en laboratoire sur des cellules et le lit du patient, sous la forme d'un traitement qui marche. Du labo au patient, en gros. C'est ça, du labo au patient et de plus en plus du patient au labo aussi. L'idée, c'est donc d'appliquer ce modèle à l'éducation. Créer un pont solide entre ce qu'on découvre en sciences cognitives, par exemple, et ce que les enseignants font dans leur classe. La comparaison est forte. Mais est-ce qu'on peut vraiment comparer un corps humain, qui obéit à des lois biologiques, à une classe avec toute sa complexité, ses différences? Vous mettez le doigt sur l'objection principale et elle est tout à fait légitime. Les auteurs ne disent pas que c'est identique. Ils disent que la méthode peut être transposée. Hmm. Et ils utilisent une analogie historique qui est très parlante, la saignée. Pendant des siècles, la médecine a pratiqué la saignée. Ça semblait logique, intuitif, on retire le mal. Sauf que c'était aux vieux inefficace, ou pire, dangereux. Dangereux. Voilà. Et la médecine a vraiment décollé le jour où elle a commencé à tester ces hypothèses rigoureusement, avec des expériences contrôlées, pour abandonner ce qui ne marchait pas, même si ça allait contre l'intuition. Et l'éducation, elle aussi, aurait ses propres saignée. Des pratiques qu'on continue de faire par habitude, mais qui sont peut-être pas si efficaces. Absolument. Le livre en donne plusieurs exemples. Le plus parlant, c'est peut-être celui de la relecture. On a tous ce réflexe, pas vrai? Pour un examen, on relit ses notes encore et Ah encore. oui, totalement. Je passais des nuits à surligner mes cours. Je pensais que ça allait imprimer l'info dans mon cerveau. Voilà. Eh bien, c'est un parfait exemple. Des dizaines d'études en psychologie cognitive montrent que ce qu'on appelle le test actif, c'est-à-dire forcer son cerveau à aller chercher l'info, En se posant des questions, des choses comme ça. oui, en se posant des questions, en essayant de réciter le cours sans regarder, c'est spectaculairement plus efficace que la relecture passive. C'est contre-intuitif, mais c'est une saignée pédagogique. Et l'idée, c'est d'identifier ces pratiques, de tester ce qui marche, et parfois aussi de confirmer scientifiquement des intuitions géniales que des enseignants ont sur le terrain. Je vois. Donc ce n'est pas voici la recette magique du labo, c'est plutôt créer un dialogue. Un cycle où les chercheurs apportent la méthode et les enseignants la connaissance du terrain. C'est tout à fait ça, une collaboration. Le but, c'est d'éviter de généraliser à tout un pays des réformes dont on se rendrait compte 20 ans plus tard qu'elles n'ont servi à rien. C'est de se donner une capacité à apprendre de nos propres pratiques. D'accord, l'idée est séduisante. Mais ça m'amène à une question un peu délicate. Le mot expérimenter en classe, ça fait un peu peur quand même. On imagine les élèves comme des cobayes. Comment on fait ça de manière rigoureuse? Oui, et c'est un point absolument central du livre. Pour éviter de faire n'importe quoi et pour que les résultats soient fiables, les auteurs présentent un outil très visuel, la pyramide des preuves. La pyramide des preuves. Oui, c'est une hiérarchie des types de recherche, du moins fiable au plus robuste. Une sorte de guide pour savoir à quelle information on peut se fier.
Ok, alors comment ça marche, cette pyramide? Tout en haut, au niveau 0, on a les témoignages, les anecdotes. Dans ma classe, j'ai essayé ça, ça a super bien marché. C'est précieux, c'est souvent le point de départ d'une bonne idée. Une hypothèse. Voilà. Juste au-dessus, niveau 1, les connaissances de laboratoire. En sciences cognitives, par exemple, c'est fondamental, mais une idée qui marche en labo ne réussit pas forcément face à 30 élèves en vendredi après-midi. On imagine bien, oui. Ensuite, on monte. Niveau 2, les études observationnelles. Là, on observe ce qui se passe déjà dans les classes. On cherche des liens, des corrélations. Mais corrélation n'est pas causalité. Exactement. Le fameux mantra. L'exemple classique, on observe plus de noyades quand on vend plus de glace. Ce ne sont pas les glaces qui causent les noyades. C'est la chaleur de l'été, la cause commune. Précisément. En éducation, c'est pareil. On peut observer que les élèves des profs qui donnent beaucoup de devoirs réussissent mieux. Mais est-ce que ce sont les devoirs la cause? Ou est-ce que ces profs sont aussi plus organisés, plus clairs? On ne peut pas savoir. Et c'est là qu'on arrive au sommet de la pyramide, j'imagine, avec les études qui permettent, elles, d'établir cette fameuse causalité. Oui, on entre dans le niveau 3. Les études expérimentales. Et là, la méthode de référence, le gold standard, c'est l'essai randomisé contrôlé. RCT en anglais. Comme pour tester un nouveau médicament, en fait. Le principe est le même. On constitue au moins 2 groupes par tirage au sort, c'est la randomisation. Un groupe, l'expérimental, teste la nouvelle méthode. L'autre, le groupe témoin, continue comme d'habitude. Et on compare les progrès. On compare. Et comme les groupes étaient similaires au départ grâce au tirage au sort, on peut être assez confiant que la différence, s'il y en a une, est bien due à la nouvelle méthode. Ce tirage au sort est donc fondamental. C'est lui qui garantit que la comparaison est juste. Il est crucial. Il permet d'isoler l'effet de la seule chose qui change, la méthode pédagogique. Et tout en haut de la pyramide, niveau 4, on a les résultats les plus solides, ceux qui ont été confirmés par plusieurs études de ce type. On parle alors de méta-analyse. Le document donne des exemples concrets de ça. Oui, et c'est ce qui rend la chose tangible. L'exemple le plus frappant vient d'Inde. Une approche appelée Teaching at the Right Level. Enseigner au bon niveau. C'est ça. Le constat était simple. Des enfants passent en classe supérieure sans maîtriser les bases de la précédente. Le retard s'accumule et devient insurmontable. D'accord. Et donc la méthode propose quoi? Au lieu de suivre le programme de la classe d'âge, on regroupe les élèves par niveau de compétences réelles, en lecture, en maths, pour des sessions ciblées. Ça semble plein de bon sens. Oui, mais est-ce que ça marche vraiment? Pour le savoir, des essais randomisés contrôlés ont été menés sur plus d'1,5 million d'enfants au final. 1,5 million. C'est énorme. Énorme. Et les résultats ont été spectaculaires et constants. Cette approche donne des progrès bien plus importants que l'enseignement classique. Et grâce à cette preuve massive, le programme a été étendu à des millions d'autres enfants. C'est un exemple très parlant, mais ça soulève aussi l'éléphant au milieu de la pièce, la question de l'éthique. Est-ce qu'on a le droit de faire des expériences sur des enfants? C'est la critique la plus immédiate, la plus sensible. Et le document l'aborde de front, en retournant complètement l'argument. C'est-à-dire? La position des auteurs, c'est de dire ce qui n'est pas éthique, c'est de continuer à imposer des politiques éducatives à l'aveugle à tout un pays, sans jamais chercher à savoir si elles marchent. Ce qui n'est pas éthique, c'est de priver des générations d'élèves de méthodes potentiellement meilleures, juste parce qu'on refuse de les évaluer rigoureusement. L'idée, si je comprends bien, c'est que les enseignants innovent déjà tous les jours dans leur classe. Là, il s'agirait de le faire de manière plus structurée, pour que le savoir produit bénéficie à tous. C'est exactement le raisonnement. Et pour éviter toute dérive, c'est très encadré. Il y a une sorte de checklist éthique en 5 questions clés avant de lancer quoi que ce soit. D'accord, voyons ça. La première, c'est la motivation. On ne teste pas n'importe quoi. Voilà, il faut déjà une base scientifique sérieuse, on ne joue pas aux apprentis sorciers. Deuxième point, la pertinence. Est-ce que ça répond à un vrai problème de terrain? Et est-ce que c'est réaliste, applicable à grande échelle? Logique. Il faut que ça puisse servir concrètement. La conception. Est-ce que l'étude est assez solide pour donner une conclusion claire, qu'elle soit positive ou négative? Quatrièmement, le suivi. Est-ce qu'on peut détecter rapidement d'éventuels effets négatifs? La sécurité des enfants avant tout. Et le dernier point, ça doit être les données personnelles, j'imagine. Absolument. 5e question, le respect des données et des personnes. Consentement éclairé des parents, anonymisation complète des données, c'est un cadre non négociable. Le document mentionne aussi un principe d'incertitude que je trouve intéressant. Oui, ou d'équipoise en recherche clinique, c'est un principe éthique fondamental. Ça veut dire qu'on ne mène une expérience que s'il y a une vraie incertitude dans la communauté scientifique sur la meilleure approche. Donc au départ, on ne sait pas quelle méthode est la meilleure. Exactement.
Il est donc tout aussi possible que le groupe témoin qui continue avec la méthode classique soit en fait celui qui bénéficie de la meilleure approche. Il n'est donc pas désavantagé a priori. Tout ça dessine une approche très prudente, mais ça semble aussi demander une collaboration énorme entre deux mondes qui ne se parlent pas toujours beaucoup. Les chercheurs et les enseignants. C'est le point crucial. Ça ne peut pas marcher si c'est imposé d'en haut par des chercheurs qui débarquent dans les écoles. Le livre insiste énormément sur la recherche participative, co-construite, Les enseignants doivent être impliqués dès le début. dès la conception du projet. Parce que ce sont eux qui connaissent la réalité du terrain. Ils savent ce qui est faisable ou pas avec 30 élèves, un programme à boucler. Leur implication garantit que l'intervention sera réaliste. L'enseignant n'est plus un simple exécutant, il devient un coproducteur de savoir. Le livre utilise une image pour ça, non? Oui, une belle image. L'enseignant devient une sorte de Sherlock Holmes de la pédagogie. Un Sherlock Holmes de la pédagogie, c'est-à-dire? Un praticien-chercheur, en quelque sorte, outillé par la science pour mener ses propres enquêtes dans sa classe, apprendre à observer, à formuler des hypothèses, à tester des choses de manière structurée. C'est une démarche d'autonomie, de développement professionnel, pas de standardisation. Alors, si on essaye de résumer, l'idée fondamentale, c'est de doter le système éducatif d'une sorte de cerveau collectif. Une capacité à apprendre sur lui-même de manière rigoureuse, objective et collaborative. C'est un véritable changement de paradigme. L'objectif, c'est de dépassionner les débats pour se concentrer sur une seule question: qu'est-ce qui aide réellement les élèves à apprendre? C'est une démarche qui est, au fond, pleine d'humilité et d'ambition à la fois. Humilité, parce qu'on part du principe qu'on n'a pas toutes les réponses, que nos intuitions peuvent nous tromper. Exactement. Et ambition parce qu'on se donne les moyens scientifiques de trouver ces réponses et d'améliorer durablement le système pour tous les élèves. D'ailleurs, le document se termine sur une note d'espoir assez forte. Il évoque la possibilité d'une remontada massive de l'école française. Ce qui nous laisse avec une dernière question en suspens. Si cette approche scientifique est si prometteuse sur le papier, quel pourrait être le plus grand obstacle, mais un obstacle non scientifique, à son déploiement à grande échelle? Est-ce que c'est une question de culture, de volonté politique, ou simplement de formation et de moyens?